Nous sommes, pour les besoins de ce récit, au cœur d'une province heureuse, se donnant alternativement aux ducs d'Aquitaine, aux comtes d'Anjou ou de Poitiers. La vie, malgré les vicissitudes de la féodalité, s'y déroulait le mieux du monde, dans un climat des plus agréables. Les hommes y étaient solides et d'humeur égale, un héritage sans doute de leurs lointains ascendants néandertaliens. C'est certainement dans cette ancestrale parenté que nous trouverons les racines de cette histoire étrange. Prenez donc la peine de l'écouter. 4 villages sont au cœur d'un pays de cocagne. Courcerac, Brisembourg, Aumagne et Chanier. Les habitants auraient de quoi couler des jours heureux s'ils n'avaient pris fantaisie au destin de leur jouer un vilain. Un chat, une tortue et un merle blanc sont à l'origine d'une histoire qu'il m'appartient de vous confier ici, même si le temps et l'effacement progressif de la mémoire collective rendent délicate sa restitution précise. Veuillez m'en excuser, le conteur a souvent bien du mal à tirer le vrai du faux. Or donc, un jour qu'il était à la chasse, un habile traqueur réussit la prouesse de prendre vivant ce fameux merle blanc qui avait jusqu'alors mis en échec tous les chasseurs du pays. Il était temps d'ailleurs, car un chat géant venant d'Aumagne était à 2 griffes de n'en faire qu'une bouchée. L'homme savait la valeur immense de cet oiseau merveilleux. Il s'empressa de le porter en son village, afin que chacun puisse jouir des pouvoirs surnaturels du chant de ce merle. À Courcerac, à partir de ce jour béni, tous les résidents de la belle cité se mirent à rajeunir. La Camarde ne pouvait plus y faire sa moisson de défunts. L'oiseau défiait la mort par la seule vertu de son joyeux bâillement, guérissait les malades et redonnait jeunesse et vigueur à tous. Une bénédiction pour le village tout autant qu'un problème épineux. En effet, alentour, la nouvelle se répandit, et chaque village voisin voulait bénéficier de ce miraculeux don de la nature. Hélas, à Courcerac, les habitants ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils désiraient garder pour eux seuls les bienfaits du merle blanc. Devant l'insistance de plus en plus pressante des proches cités, à grands coups de dépenses somptuaires, la ville devint une véritable citadelle impénétrable, tout autant que d'un inflexible égoïsme. Non loin de là, pourtant, à Brisembourg, un jeune homme dont la réputation d'ingéniosité avait franchi les frontières de la province, constatant l'affaiblissement physique de ses chers parents, se mit en quête d'un stratagème pour vaincre la sotte détermination des gens de Courcerac à ne conserver ce prodigieux animal que pour leur seul usage. Le garçon, après avoir observé à distance les défenses prétendument imprenables de la ville de la jeunesse éternelle, se mit à échafauder un plan diabolique. Pour vaincre les murailles,
Il avait besoin du concours de 2 animaux hors du commun dont il avait appris l'existence. Mais là encore, les 2 villages qui les abritaient se montraient tout aussi intransigeants que celui du merle. Il devait agir par la conviction, plus que par la roubardise, pour parvenir à ses fins. Il se dirigea tout d'abord vers Aumagne, dont la plaine fertile était couverte de blé. Le temps des moissons était venu, la population tout entière était à l'ouvrage, n'ayant d'autres ressources pour moissonner le blé que de l'arracher à la main. La tâche était si longue et fastidieuse, tandis que le chat géant que nous avons déjà croisé était affecté à la surveillance des récoltes pour en chasser souris et autres rongeurs. Notre aventurier se présenta aimablement à celui qui semblait être le donneur d'ordre des moissonneurs. Il lui dit son étonnement de les voir ainsi s'échiner à arracher le blé, alors qu'il y avait moyen plus rapide et efficace de faire cet ouvrage. L'homme interloqué le mit au défi de lui apporter la démonstration, tandis que le garçon exigea en contrepartie de pouvoir utiliser les services de leur chat à des fins personnelles. L'accord fut conclu aisément. Le félin était fort vieux et n'avait plus goût à poursuivre les mulots. Il était devenu un poids pour la communauté paysanne. Le jeune homme confia le secret de la faucille, cet instrument d'usage facile qui accélérera la moisson. Chacun trouvant son compte dans cet échange, tout était pour le mieux. Saluant les moissonneurs, le garçon poursuivit son chemin, désormais flanqué du greffier qui traînait la patte. Il lui fallait un autre complice pour mener à bien son plan malicieux. C'est pas le Manerdonck vers les rivages de la Charente, plus exactement à Chanier, village étrange au demeurant où les habitants avaient grand mal à utiliser leurs barques. Les malheureux n'avaient rien trouvé de mieux pour aller de l'avant que d'utiliser les battoirs des lavandières. Le jeune homme, amusé de les voir ainsi penchés sur l'eau à s'échiner de la sorte, leur proposa contre un service qu'il attendait d'eux. Un conseil merveilleux. Une fois encore, on lui demanda quelle allait être la monnaie d'échange. L'intrépide n'attendait rien d'autre que le village lui confie l'énorme tortue d'eau qui avait élu domicile dans ce village. Un batelier accepta au nom des siens ce prêt contre un conseil avisé pour naviguer aisément. Le garçon lui tendit la perche et lui conseilla à tous d'allonger le manche des battoirs tout en augmentant leur surface. C'est ainsi qu'il inventa la rame, ce qui rendit la vie bien plus facile à Chanier et sur toute la Charente. Flanqué désormais d'un drôle d'équipage, un chat géant au bout de son âge et une tortue d'eau de taille considérable, le jeune homme put mener à bien son plan diabolique. Il attendit une nuit sans lune pour mettre en action son plan. Devant les hautes murailles entourées de larges douves du village de Courcerac.
Face à des murailles infranchissables pour un humain, le jeune homme sollicita les ultimes forces du félin gigantesque, le chat. Contre la promesse de jouir lui aussi des prodiges de l'oiseau, réunit ce qui lui restait d'énergie pour, d'un bond formidable, s'agripper au chemin de ronde. De là, par la seule vigueur de sa longue queue, il hissa ses compagnons dans la place, après les avoir déposés de l'autre côté des épais murs. Notre intrépide utilisa ensuite la tortue pour lui permettre, en compagnie du chat, de franchir les douves profondes qui encerclaient la tour centrale dans laquelle était enfermé le berle blanc. Sa lourde carapace lui offrit une traversée confortable, tandis que ses larges pattes palmées lui permettaient de repousser tous les pièges redoutables déposés sur les flots. Ne restait plus comme ultime obstacle que l'immense tour. Une fois encore, le chat fut mis à contribution. Il bondit et perché sur le fait du beffroi, tendit à nouveau sa queue. Le garçon put ainsi sans difficulté s'emparer du merle blanc. Hélas, le vieux chat exténué avait laissé ses dernières forces dans ces deux bonds prodigieux. Il se sentait incapable de reproduire cet exploit pour les sortir de là. Le merle blanc, là, d'être enfermé, comprenant qu'il était entre des mains secourables, se mit à chanter. Immédiatement, le chat retrouva force et vigueur tout autant que jeunesse et souplesse. Sans la moindre difficulté, le trajet inverse fut réalisé grâce aux deux associés du garçon. Arrivé chez lui, le jeune homme demanda au merle de chanter pour ses vieux parents qui, dans l'instant, retrouvèrent ce souffle de vie qui était sur le point de les quitter. À Bisancourt, tous les habitants célébrèrent l'exploit de leurs valeureux concitoyens et chacun de profiter des prodiges du merle blanc. Le jeune homme, pressentant que les siens risquaient d'agir à l'imitation de Courcerac, exigea que, pour tout remerciement, il ne fût plus jamais question d'exclusivité. Chacun, qu'il fût de Courcerac, Brisancourt, Aumagne, Chanier et d'ailleurs en Saintonge, devait pouvoir jouir de la cure de rajeunissement du merle blanc. Quant à l'oiseau, nulle cage ne devait l'entraver. Il en fut ainsi, selon les désirs du héros. Dans ce petit coin de France, la vieillesse fut abolie tant que le merle blanc put chanter. Certains en usèrent avec parcimonie, ce qui ne fut hélas pas le cas de tous. Le chat, par exemple, abusa tant et tant des trilles de l'oiseau qu'il redevint château et termina son existence dans un sac de jute jeté dans la Charente en compagnie d'une portée indésirable. D'autres, parmi nos 4 villages, usèrent eux aussi sans modération des chants de l'oiseau prodige. Ils furent nombreux à devoir s'équiper de langes et à se mettre en quête d'une nourrice. La pénurie fut telle que dans le pays on trouva onque noble mamelle capable de nourrir tout ce joli monde, braillants et pleurants. C'est ainsi que grande fut l'hécatombe des vieux nourrissons. Quant à notre merle blanc,
On découvrit fort bien trop tard que, sourd comme un pot, il ne pouvait profiter de son pouvoir magique. Il mourut de sa belle mort. Nombreux furent ceux qui ne le regrettèrent pas, tant son langage avait provoqué querelles et catastrophes. Le désir de l'éternelle jeunesse avait fait bien plus de ravages que le cours ordinaire de l'existence. Il n'y avait plus personne pour assurer les travaux des champs et les besoins ordinaires d'une communauté. Les écoles étaient pleines de gamins braillards et nul adulte ne pouvait en assurer la garde. Seul le jeune homme, dans son immense sagacité, avait renoncé au service de l'oiseau. C'est d'ailleurs lui qui, dans la fin de son âge, me narra cette étrange histoire. Je viens de la coucher sur le papier en écoutant au loin un merle babiller. Par bonheur, il est noir, ce qui nous permet de rester de grands enfants, sans risquer de retomber sottement en enfance. Gardons-nous bien de suivre l'exemple du transhumanisme. Voilà doctrine qui nous conduira dans l'abîme plus sûrement encore que ce pauvre merle blanc.